Un homme est devenu une source à la fois d'étonnement et de suspicion quand les gens ont commencé à le voir rouler à vélo calmement à travers la ville chaque matin, suivi par un bobcat sauvage adulte. Aucune laisse en vue comme si c'était la chose la plus ordinaire au monde. Les deux se déplaçaient ensemble avec une discipline étrange. Le bobcat restait proche, égalant son rythme, ignorant les voitures qui passaient, les chiens qui aboyaient et les badauds curieux, montrant un niveau de concentration et de confiance qui laissait perplexe même les locaux connaisseurs de la faune. Alors que le spectacle inhabituel est devenu partie de la routine quotidienne, des murmures se sont répandus dans le quartier. Quand la police est finalement arrivée à sa cabane isolée, aux côtés d'agents de la faune, ils ont découvert un secret incroyable qui changerait la ville pour toujours. Alors, quelle était la vérité derrière ce lien impossible? Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et appuyez sur cette cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune nouvelle histoire. Le soleil du matin sur la ville de Silver Creek, Montana, semblait toujours se lever avec une clarté cristalline délibérée. C'était une lumière de haute altitude, nette et révélatrice lavant les pins Ponderosa et les façades de magasins à clans avec une luminosité qui faisait chanter les couleurs. Dans ce coin tranquille de l'Ouest américain, les routines étaient aussi durables que les pics de granit qui encadraient l'horizon. Le restaurant ouvrait à 6 heures. Le camion de courrier arrivait à 8 heures. Et à exactement 7h15, Thomas Adler roulait à vélo sur Main Street. Pour l'observateur occasionnel, Thomas était une figure sans particularité. C'était un homme à la fin de la soixantaine avec la peau parcheminée et patinée de quelqu'un qui avait passé une vie à travailler en extérieur. Il portait des chemises de flanelle délavées, des shorts cargo pratiques et une casquette de baseball qui avait depuis longtemps perdu son logo au soleil. Son vélo était un modèle de montagne plus ancien, robuste et bien entretenu avec des pneus qui bourdonnaient contre l'asphalte. Mais ce n'était pas Thomas qui faisait ralentir les voitures, ou les joggers du matin s'arrêtaient net, bouche bée. C'était ceux qui, ou plutôt qui le suivaient, trottant derrière le vélo, se déplaçant avec une grâce fluide, liquide qui semblait défier le frottement du trottoir, était un bobcat nord-américain entièrement adulte. Ce n'était pas une petite créature. C'était un spécimen magnifique, pesant probablement 30 amas de lait, avec un pelage de fourrure brun-fauve tacheté de rosettes noires qui scintillaient à la lumière du matin. Ses oreilles étaient ornées des touffes noires distinctives qui donnaient à l'espèce son apparence sauvage et alerte, et sa collerette de fourrure de joue encadrait un visage qui contenait des yeux dorés et perçants. Le bobcat ne courait pas avec l'énergie frénétique d'un chien poursuivant une voiture. Il se déplaçait avec une précision tactique silencieuse. Quand Thomas pédalait, le chat égalait sa vitesse, ses grandes pattes rembourrées frappant le sol en un trot rythmique. Quand Thomas laissait aller autour d'un virage, le chat s'inclinait dans le virage, coupant l'angle parfaitement. Occasionnellement, si Thomas ralentissait près de la pente montante de Sycamore Avenue, le bobcat accélérait, plaçant ses pattes avant momentanément sur le bas du dos de Thomas ou le porte-bagages arrière du vélo, comme pour le pousser en avant de retomber à quatre pattes. Il se déplaçait dans une bulle de silence. Il n'y avait pas de laisse, pas de collier, pas de commande de choc. Thomas ne regardait jamais en arrière et le bobcat ne détournait jamais les yeux de Thomas. Pendant les premières semaines, les habitants de Silver Creek étaient trop stupéfaits pour parler. Le spectacle était si surréel, si totalement en désaccord avec les lois de la nature, que les gens supposaient que c'était un jeu de lumière ou peut-être une race de chiens exotiques très étrange. Mais à mesure que l'été s'approfondissait et que le couple devenait un élément quotidien, le choc s'est estompé, remplacé par un murmure croissant et inquiet qui a traversé la communauté. « Ce n'est pas normal », murmura Mme Higgins un mardi matin à la grandiose table commune du Bluebird Diner. Elle gesticula avec un morceau de pain grillé vers la fenêtre alors que Thomas et la bête passaient en glissant.
C'est un animal sauvage, pas un golden retriever. On ne peut pas juste faire du vélo avec un prédateur en remorque. Il l'a hypnotisé ou quelque chose. J'ai entendu dire qu'il les piège, marmonna le vieil et féroce M. Henderson, un mécanicien à la retraite qui voyait tout ce qui était inhabituel avec une profonde suspicion. J'ai entendu dire qu'il les drogue. Les maintient sous sédatifs pour qu'ils pensent qu'il est de leur mère. C'est cruel, c'est ce que c'est. Cet animal devrait être dans les bois à chasser des lapins, pas à trotter sur le trottoir comme un poney de spectacle. Les murmures s'assombrirent à mesure que les jours raccourcissaient. Les gens ont commencé à analyser le comportement de Thomas. Pourquoi ne souriait-il pas? Pourquoi ne s'arrêtait-il jamais pour s'expliquer? C'était un reclus, vivant dans la vieille cabane au bord de la limite des arbres chaotiques où la ville se terminait et la nature sauvage commençait. Il achetait ses courses en silence et payait en espèces. Pour les habitants de la ville, la discipline du Bobcat était preuve de domination. Comment autrement un homme pourrait-il commander une créature connue pour sa nature solitaire et insaisissable? Dans la nature, Lynx Rufus était un fantôme. Vous ne les voyez pas à moins qu'ils ne le veuillent. Pourtant, en voici un paradis sur Main Street en plein jour, ignorant les aboiements des chiens enchaînés et les klaxons des camions de livraison. Le consensus est passé de l'étonnement à l'indignation morale. Le récit est devenu celui de l'exploitation. Thomas Adler n'était plus seulement un excentrique. Aux yeux de Silver Creek, c'était un méchant qui avait brisé l'esprit d'une chose sauvage pour son propre amusement. Inconscient ou peut-être simplement indifférent à la tempête qui se rassemblait dans la vallée en dessous, Thomas Adler continua sa routine. Ce que les habitants de la ville ne pouvaient pas voir de leurs fenêtres était la réalité de la vie qu'ils menaient à l'intérieur de la cabane au bord des bois. L'intérieur de la maison de Thomas n'était pas un donjon de cages et de fouets. C'était un sanctuaire chaleureux et encombré de livres, de bois sculptés à la main et de silence. Et c'était un lieu de profonde douleur envahissante. Thomas avait été un widower pendant 3 ans. Sa femme Martha avait été la voix de la maison, celle qui remplissait les pièces de musique et de rire. Quand elle est décédée, le silence qu'elle a laissé derrière était si lourd qu'il était physique, comme une épaisse couverture de laine qui humidifiait l'air. Thomas s'était retiré en lui-même, son monde se réduisant au périmètre de sa propriété. Le Bobcat, qu'il avait nommé Rouille pour la teinte rougeâtre de son pelage d'été, n'était pas un prisonnier. En fait, la porte arrière de la cabane de Thomas avait une chatière renforcée spécialement installée, assez grande pour un chien de taille moyenne ou un Bobcat. Elle n'était jamais verrouillée. Rouille était libre. Il passait ses nuits à rôder dans les sous-bois denses de la forêt, à chasser des souris et des veaux, s'engageant dans les rythmes solitaires anciens de son espèce. Mais chaque matin, sans faute, alors que le ciel commençait à s'éclaircir de l'indigo au violet, Rouille revenait. Il se glissait à travers la chatière, sautait au pied du lit de Thomas et pétrissait la lourde couette jusqu'à ce que Thomas remue. Les balades à vélo n'avaient pas commencé comme un tour. Elles avaient commencé comme thérapie pour les deux. Thomas était assis à sa table de cuisine, sirotant une tasse de café noir, regardant Rouille se toiletter sur le tapis près du poêle à bois. Le lien entre eux était le secret incroyable que la ville ne pouvait pas comprendre. Mais pour Thomas, c'était un lourd fardeau. Il regarda l'animal, son cœur endolori. « Tu devrais partir, tu sais, » murmura doucement Thomas. Le son de sa voix fit pivoter les oreilles de Rouille comme des antennes radar, bien que le chat ne s'arrêta pas de se toiletter. « Les gens parlent, Roy. Ils pensent que je te blesse. » Rouille s'arrêta, levant les yeux avec ses intenses yeux ambrés. Il émit un court son de gazouillis, pas un miaulement, mais le trill distinctif semblable à celui d'un oiseau que font les bobcats. Il se leva, étira sa colonne vertébrale en un long arc et marcha vers Thomas, frottant sa joue contre le denim du jean de Thomas. Le ronronnement qui émanait du chat était profond et guttural, vibrant à travers la jambe de Thomas. La vérité était que Thomas était un réhabilitateur bien que retraité. Il y a des années, avant que Martha ne meure,
Il s'était spécialisé dans les rapaces, les hiboux et les faucons. Mais il connaissait les lois de la nature. Gardez-les sauvages. Relâchez-les vite. Rouille était un échec de ce protocole, mais accidentel. Il avait été trouvé il y a 3 ans, un chaton affamé, ravagé par la déshydratation, de la taille d'une canette de soda, muant à côté de l'épave tordue d'un chêne tombé pendant une tempête massive. La mère était introuvable. Thomas l'avait recueilli, ayant l'intention de le transférer à un centre pour grands félins en ville. Mais ensuite, Martha était tombée malade. Dans le chaos des hôpitaux, des traitements et du lent et agonisant adieu, le transfert n'a jamais eu lieu. Le chaton est devenu un élément fixe de la maison mourante. Rouille s'était assis au chevet de Martha pendant des heures, sa présence une force d'ancrage pendant que Thomas s'effondrait. Quand Martha est morte, Thomas était prêt à mourir aussi. Il avait arrêté de manger. Il avait arrêté de sortir. C'est Rouille qui l'avait forcé à revenir à la vie. Le chat mordait ses chevilles jusqu'à ce qu'il se lève pour remplir la gamelle. Le chat hurlait à la porte jusqu'à ce que Thomas l'ouvre. Et un jour, quand Thomas a dépoussiéré son vieux vélo juste pour sentir le vent sur son visage, essayant de distancer son chagrin, il a regardé en arrière pour voir le Bobcat adolescent sprinter derrière lui, ne voulant pas le laisser partir seul. Les balades à vélo sont devenues leur langage. Pour Thomas, c'était la seule fois où il ressentait le sentiment lumineux et clair du passé. Pour Rouille, c'était une patrouille, une façon de s'assurer que le chef de meute, ou peut-être la responsabilité de la meute, était en sécurité. Mais Thomas savait que les murmures en ville se transformaient en cris. Il avait vu la façon dont l'adjoint du shérif l'avait regardé hier. Il savait que le temps était compté. Le point de rupture est arrivé un mardi sous un ciel qui était devenu d'un violet contusionné avec la pluie qui arrivait. Thomas était dans son garage en train de huiler la chaîne de son vélo quand le gravier de son allée a craqué sous les pneus de 3 véhicules. Il se figea, le chiffon huilé à la main. À travers la fenêtre poussiéreuse, il vit le véhicule du shérif, une fourgonnette de contrôle animal et un SUV noir élégant avec des plaques d'immatriculation du gouvernement de l'État. Sa poitrine se serra. Il regarda Rouille, qui dormait au sommet d'une pile de vieux sacs en toile de jute dans le coin. « Réveille-toi, copain, » murmura Thomas, sa voix tremblante. « Ils sont là. » Rouille se réveilla instantanément, son corps se tendant sentant le changement dans les phéromones de Thomas. Il ne courut pas. Il se déplaça aux côtés de Thomas, émettant un grognement bas et avertisseur. « Chut !» Thomas commanda doucement. « Pas d'agression. Cela ne fera qu'empirer les choses. » Il y eut un lourd battement à la porte du garage. « Thomas Adler, c'est le shérif Miller. Nous avons un mandat pour inspecter les lieux concernant la possession de faune illégale. Ouvrez. » Thomas prit une profonde respiration. Il ouvrit la porte latérale et sortit, la refermant derrière lui pour garder Rouille à l'intérieur. Il fit face au groupe. Ils étaient 5. Le shérif, 2 agents de contrôle animal avec des perches de capture qui ressemblaient à des armes médiévales, et une femme en uniforme beige avec l'insigne du département d'État de la faune. « Bonjour, shérif, » dit Thomas, sa voix sèche. « Thomas, » le shérif hocha la tête, l'air mal à l'aise. « Nous avons eu des plaintes, beaucoup d'entre elles. Les gens disent que vous gardez un bobcat sauvage. Vous savez que c'est une violation de classe 2 sans permis. Et même avec un, il y a des lois strictes de confinement. Nous devons saisir l'animal. » « Il n'est pas saisi, » dit Thomas, ses mains tremblant légèrement. « Il n'est pas gardé. Il est libre. » La femme de l'État s'avança. Son badge disait « Dr. Harris, biologiste de la faune ». Son visage était sévère, ses yeux balayant la propriété à la recherche de cages. « Monsieur Adler, les bobcats ne marchent pas juste avec les gens. Si cet animal vous suit, c'est soit parce qu'il a été conditionné par la nourriture au point de dépendance, soit vous l'avez contraint d'une manière qui brise son esprit. Dans les 2 cas, c'est un danger pour le public et pour lui-même. Nous devons le tranquilliser
et l'évaluer. S'il est habitué, il pourrait devoir être euthanasié. Le mot resta suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. Euthanasié. Vous ne pouvez pas, s'étouffa Thomas. C'est ma famille. C'est exactement le problème, dit la Dr. Harris, sa voix s'adoucissant mais restant ferme. Les animaux sauvages ne sont pas de la famille, Monsieur Adler. Ce sont de la faune. En le traitant comme un compagnon humain, vous avez probablement signé son arrêt de mort. Maintenant, veuillez vous écarter. Les agents de contrôle animal se dirigèrent vers la porte du garage. « Attendez !» cria Thomas. « Juste regardez. S'il vous plaît, n'utilisez pas les perches. Vous lui ferez peur et il se battra. Et s'il se bat, vous le tuerez. » Il regarda la Dr. Harris plaidant avec ses yeux. « Donnez-moi 5 minutes. Laissez-moi vous montrer. Si vous voyez de la peur ou de l'agression ou de la contrainte, prenez-le. Mais juste regardez. » La Dr. Harris s'arrêta, échangeant un regard avec le shérif. « 5 minutes, dit-elle, mais le fusil tranquillisant reste braqué. » Thomas se tourna vers la porte du garage. Il ne l'ouvrit pas. Il siffla simplement. Un sifflement spécifique à 2 notes qu'il utilisait quand il remplissait la gamelle d'eau. La porte latérale s'ouvrit en grinçant. Les officiers se tendirent, leurs poignets se serrant sur leurs perches. Rouille sortit. Il ne se faufila pas. Il marcha la tête haute, les touffes de ses oreilles tressaillant, tandis qu'il analysait le vent. Il vit les étrangers. Un bobcat sauvage se serait enfui vers les arbres ou aurait sifflé et attaqué. Un animal de compagnie purement domestiqué aurait pu courir pour mendier de la nourriture. Rouille ne fit ni l'un ni l'autre. Il regarda les étrangers avec une froide indifférence royale, puis tourna son corps et s'appuya fermement contre la jambe de Thomas. Il s'assit, enroulant sa queue autour de ses pattes, et leva les yeux vers Thomas, attendant. C'était une démonstration de confiance absolue. Mais ce fut ce qui se passa ensuite qui brisa les hypothèses des experts. Thomas marcha vers son vélo, appuyé contre le mur du garage. Il le fit sortir en le poussant. « Allons-y, Rouille » murmura-t-il. Thomas monta le vélo et commença à pédaler lentement sur l'allée. Les officiers regardèrent, stupéfaits. Rouille n'attendit pas un ordre. Il se plaça en position à la roue arrière, vérifiant par-dessus son épaule les étrangers pour s'assurer qu'ils ne suivaient pas, se plaçant efficacement comme un bouclier d'arrière-garde entre la menace et Thomas. La Dr. Harris abaissa son fusil tranquillisant. Elle regardait attentivement. Elle vit l'absence de collier. Elle vit le tonus musculaire du chat, maigre, puissant, yeux clairs, pelage brillant. Ce n'était pas un animal maltraité. C'était un prédateur alpha dans sa pleine puissance. « Arrêtez !» cria la Dr. Harris. Thomas freine. Rouille s'arrêta instantanément, s'asseyant de nouveau. La Dr. Harris s'avança lentement, laissant son arme derrière elle. Elle s'arrêta à 10 pieds. Elle s'accroupit. « Monsieur Adler, » dit-elle, sa voix remplie d'une curiosité professionnelle qui avait remplacé son hostilité. « Comment le gardez-vous ici? Quelles sont les barrières? » « Il n'y en a aucune, » dit Thomas, faisant un geste vers les bois sans fin derrière la cabane. « La porte arrière a une chatière. Il sort toutes les nuits, il chasse, il s'accouple. Je l'ai entendu appeler au printemps, mais il revient. »« Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi revient-il? » Thomas baissa les yeux vers ses mains sur le guidon. Le drame du moment arracha ses défenses. « Parce que je ne le garde pas, » dit Thomas, sa voix se brisant. « C'est lui qui me garde. » La Dr. Harris demanda à examiner le chat. Au choc de tous, Thomas s'agenouilla par là doucement à Rousside, et le bobcat permit à la biologiste d'approcher. Elle ne le toucha pas. Cela aurait été pousser la chance, mais elle s'approcha suffisamment pour voir les pupilles, la respiration, la posture. « Il est en bonne santé », annonça-t-elle au shérif. « Incroyablement sain. Aucun signe de malnutrition, aucun signe de comportement de stress comme le fait de faire les 100 pas ou de trop se toiletter. » Elle se leva et regarda la foule. Et il n'est pas imprégné au sens traditionnel.
Il sait que nous sommes des menaces. Il nous tolère seulement parce que lui, elle pointe à Thomas, est calme. Ils entrèrent dans la cabane. Les officiers s'attendaient à une tanière d'accapareurs. Au lieu de cela, ils trouvèrent la maison propre et triste d'un widower. Ils virent la chatière. La Dr. Harris l'inspecta. Elle la poussa pour l'ouvrir. Elle menait directement dans la forêt nationale. Il pourrait partir n'importe quand, nota le shérif, se grattant la tête. Diable, il aurait pu s'enfuir à l'instant quand il a vu les armes. Monsieur Adler, la Dr. Harris s'assit à la table de la cuisine. Cela ne devrait pas exister. C'est une impossibilité statistique. Un bobcat mâle mature est un animal solitaire et territorial. Pour lui de se lier avec un primate, avec vous à cette étendue, cela défie nos modèles comportementaux. Thomas s'assit en face d'elle. Il avait l'air fatigué. Je vous ai dit qu'il me garde. Thomas remonta la manche de sa chemise en flanelle. À son poignet se trouvait un bracelet d'alerte médicale. J'ai une condition cardiaque, révéla Thomas. Arythmie et sujet à des chutes soudaines de tension artérielle. Depuis que Martha est morte, ça a empiré. Le stress le déclenche. Il regarda Rouille qui les avait suivis et était maintenant allongé sous la table, sa tête reposant sur le pied de Thomas. Il y a 3 mois, je me suis effondré dans le jardin. Thomas a dit, j'ai perdu connaissance. Je serais mort d'exposition. C'était une nuit glaciale. Je me suis réveillé parce que Rouille était allongé sur ma poitrine. Il léchait mon visage, pleurant ce cri fort et hurlant qu'ils font. Il me gardait au chaud et le bruit. Cela a alerté le voisin, M. Henderson, qui promenait son chien à un demi-mile de distance. Les yeux de Thomas se rempliront de larmes. La ville pense que je fais du vélo pour le montrer. Je ne le fais pas. Je fais du vélo parce que c'est le seul exercice que mon médecin me permet de faire. Et Roux, il sait que si je descends du vélo et trébuche, il est là. Il s'appuie contre moi. Il me soutient. Le secret incroyable n'était pas que Thomas était un chuchoteur magique ou un cruel ravisseur. C'était que la relation s'était inversée. L'humain avait sauvé le chaton. Oui, mais maintenant, le prédateur alpha agissait comme un animal de service. Non pas par l'entraînement, non pas par la coercition, mais par une empathie volontaire profonde que la science avait du mal à quantifier. La Dr. Harris fixa l'homme et le chat. En tant que scientifique, elle savait qu'elle devrait écrire une citation. Elle savait que la loi était noire et blanche, pas d'animaux sauvages comme animaux de compagnie. Mais elle savait aussi ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un animal de compagnie. C'était un partenariat. Si nous le prenons, la Dr. Harris dit lentement principalement à elle-même. Nous brisons le lien. Le stress tuerait probablement le chat. Il n'est plus entièrement sauvage, mais il n'est pas domestique. Il est quelque chose d'autre. Il est à vous. Elle regarda le shérif. Shérif, techniquement la loi stipule que vous ne pouvez pas confiner un animal sauvage. Monsieur Adler ne le confine pas. La porte est ouverte. L'animal choisit d'être ici. Cela tombe sous une zone grise d'habituation extrême. Le shérif soupira, accrochant ses pouces à sa ceinture. Il regarda le vieil homme paraissant plus petit et plus fragile qu'il ne l'avait été dans la rue. Alors, pas de cage. Pas de cage, dit Thomas, et il ne mord pas. Seulement les souris dans la grange, dit Thomas. Le shérif regarda la Dr. Harris. Eh bien, Doc, vous êtes l'experte de l'État. Est-ce une menace pour la sécurité publique? La Dr. Harris regarda Will. Le chat cligna lentement des yeux, ses yeux dorés rayonnant une intelligence calme. Tant que le public reste à distance et n'essaie pas de le caresser, dit-elle, je dirais que le chat est plus discipliné que la moitié des chiens de ce comté. L'enquête fut close, mais l'histoire ne faisait que commencer. La Dr. Harris écrivit un rapport, mais elle ne le classa pas comme une violation. Elle le classa comme une étude de cas comportemental. Elle garda l'emplacement vague pour les protéger des touristes. Cependant, elle parla au conseil municipal. Elle se tint devant les mêmes personnes qui avaient murmuré sur la cruauté et la sorcellerie au restaurant. Elle expliqua à Mme Higgins et M. Henderson ce qu'elle avait vu. Elle expliqua que Thomas Adler n'était pas un monstre.
C'était un homme fragile gardé par un ange sauvage. Elle expliqua que la discipline qu'il voyait lors des balades à vélo était en fait la manière du Bobcat de surveiller les signes vitaux de Thomas, restant assez proche pour le rattraper s'il tombait. L'ambiance à Silver Creek changea du jour au lendemain. La suspicion s'évapora, remplacée par une profonde honte collective puis une révérence protectrice. Le lendemain matin, le soleil se leva avec cette même intensité brillante et claire, lavant le monde d'or. Thomas Adler sortit son vélo sur la route. Il sentit le poids familier de l'anxiété. Lui crierait-il dessus? Appellerait-il la police à nouveau? Il passa sa jambe par-dessus le corps et commença à pédaler. Rouille trotta hors des buissons, secouant la rosée de son plage et prit sa position à la roue arrière. Alors qu'il passait devant le Bluebird Diner, la porte s'ouvrit. Madame Higgins sortit, elle ne lança pas de regard furieux. Elle ne pointa pas du doigt. Elle leva simplement une main et salua. « Bonjour, Thomas », cria-t-elle joyeusement. « Bonjour, Rouille. » Thomas faillit faire vaciller le vélo de surprise. Il leva une main timidement en retour. Plus loin dans la rue, le chauffeur du camion de livraison ralentit, leur donnant une large place respectueuse, offrant un coup de klaxon amical. Un groupe d'adolescents, habituellement bruyants et chahuteurs, devint silencieux alors que le couple passait, regardant avec des yeux grands et respectueux, témoignant d'une magie qu'ils comprenaient maintenant. La balade ce matin-là était différente. L'air était plus chaud, pas seulement du soleil, mais de l'absence de jugement. Thomas sentit un poids se lever de sa poitrine qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Ils atteignirent le sommet de la colline, le point de demi-tour de leur route. Thomas arrêta le vélo et posa son pied. Il regarda la vallée. La ville de Silver Creek nichée dans la cuvette verte des montagnes, la vapeur s'élevant des toits. Rouille marcha à ses côtés. Le grand chat frotta sa tête contre le mollet de Thomas, ronronnant si fort que cela ressemblait à un petit moteur. Thomas tendit la main, enfouissant sa main dans la fourrure épaisse et chaude du cou du Bobcat. « Nous allons bien, copain », murmura Thomas, un sourire sincère se dessinant sur son visage pour la première fois en 3 ans. « Nous allons bien ». Le secret était révélé, mais ce n'était pas un scandale. C'était un témoignage. C'était un rappel aux gens de Silver Creek que l'amour vient sous de nombreuses formes, que la loyauté peut traverser les frontières des espèces et que parfois les choses que nous craignons sont les choses mêmes qui essaient de nous sauver. Thomas fit demi-tour avec le vélo. La route du retour était en descente facile et lisse. Il se laissa glisser, le vent séchant les larmes dans ses yeux, tandis que derrière lui, son gardien, son ami, son cœur sauvage courait libre et fidèle tout le long du chemin du retour.